Bonjour Fabien Di Filippo. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains et vous êtes député de la Moselle. Vous avez probablement regardé, non pas tout le débat entre le chef de l'État et les maires de l'Eure, mais une partie des images. Vous avez été convaincu ? Vous savez, maintenant, on a une habitude avec Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il intervient, c'est que c'est un peu le grand oral de l'ENA. Et malheureusement, moi je crois que Emmanuel Macron vit par la communication et périt par la communication. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Quand les gens sortent, ils ont l'impression d'avoir entendu exactement ce qu'il pense dans sa bouche. Même quand il a dit le contraire de ce qu'il disait il y a quelques semaines. Ça lui est arrivé hier ? Oui, bien sûr, sur un certain nombre de sujets sur lesquels on pourrait revenir, de sa politique fiscale, sur le 80 km/h, il est beaucoup moins catégorique qu'avant. Il tire les leçons de ce qui se passe dans la rue, non ? Oui, mais il aurait pu. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Il aurait pu anticiper cet état de fait en nous écoutant un peu plus tôt, parce qu'on l'avait prévenu de ce risque de fracture territoriale et d'injustice. Mais le fait qu'il le fasse maintenant, je reviens sur une espèce de grand débat, cette opération, je lance un grand débat, j'écoute 7 heures, 600 personnes, des questions dans tous les sens et beaucoup de réponses, y compris des ouvertures. C'est pas une bonne façon d'essayer d'apaiser la tension ? Oui, mais ce que les gens attendent, c'est de faire des propositions et qu'ils soient écoutés. Là, pendant 7 heures, vous avez eu quelqu'un qui vient et qui dit j'avais quand même plus ou moins raison, ma politique c'est ça, il faut m'écouter, il faut faire confiance. Et moi, ce que je dis, et le drame avec Emmanuel Macron, c'est que derrière, il est capable de disserter sur n'importe quel sujet et de se montrer séducteur plus que convaincant. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est quelles actions tranchées. Il n'y a pas de paroles magiques. Les paroles ne modifient pas la vérité. Derrière, c'est des décisions tranchées et des actes. Et ça, il en est incapable. Regardez sur le 80 km/h. Regardez, par exemple, aussi sur l'immigration, quand il dit on n'accueille pas les bateaux, mais derrière, on donne le statut de réfugié aux gens qui sont dedans, aggravant l'appel d'air migratoire. Et on peut prendre comme ça sur un certain nombre de sujets. Bon, deux ou trois questions concrètes là, sur des points qu'il a évoqués hier ou qu'il avait évoqués dans sa lettre aux Français publiée dimanche soir. Les 80 km/h, vous êtes pour qu'on revienne, que le gouvernement revienne, assouplisse d'une manière ou d'une autre cette règle ? Par exemple, nous, effectivement, on porte des choix tranchés pour que les gens sachent exactement ce que pensent les Républicains. Alors vous dites quoi ? Le 80 km/h, il faut revenir dessus. Cette mesure tout ce qui est à 80 doit passer à 90 lorsque ça l'était auparavant ? Je m'explique. Oui, parce que pour deux raisons. La première, c'est le progrès technologique qui va faire qu'à moyen terme, 9 accidents corporels sur 10 pourront être évités, pas de réduire encore davantage la vitesse. Deuxièmement, quand vous avez quelqu'un comme Emmanuel Macron qui veut déconstruire le permis de conduire pour baisser son coût, c'est bien davantage impactant pour la sécurité routière et bien plus préoccupant que les 80 km/h. Après, s'il y a des zones dangereuses, elles étaient déjà à 70. Peut-être qu'il y a encore sur nos routes des zones dangereuses. Et qu'il faut adapter. Qu'il faut adapter. Flexibilité, mais en tout cas une règle nationale, 90 km/h, qui est la règle de base. Sur l'immigration et sur l'évocation des quotas d'immigration, évocation un peu surprise dans sa lettre, encore une fois, aux Français, vous approuvez ? On a toujours chez les Républicains porté, en tout cas avec un certain nombre de parlementaires, des mesures qui consistent à dire aujourd'hui les capacités d'accueil de la France dans de bonnes conditions de tous ces migrants ne sont plus là. Il faut réduire drastiquement l'immigration économique. Je ne dis pas revenir sur le droit d'asile, on doit protéger les gens qui ont la guerre dans leur pays de manière momentanée. Mais aujourd'hui, cette immigration, elle est très largement économique. Donc oui aux quotas ? Par rapport aux quotas, oui. Que le Parlement vote chaque année des plafonds au-delà desquels on ne pourra pas accueillir les gens et qui soient aujourd'hui dans la situation du pays, ces plafonds le plus bas possible. Donc ça, vous approuvez ? J'espère, ça nous permettra de diminuer drastiquement le flux. Mais derrière, il faut aussi reconduire les gens qui sont présents illégalement en France et qui aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, restent. Est-ce qu'il faut responsabiliser davantage les pauvres ? C'était très mal dit. Je vous pose la question non pas sur les mots, mais sur le fond. Mais sur le fond, ce qu'il n'a exprimé, c'était très loin de ce que nous, on peut penser. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe de la fraude fiscale, de la fraude sociale ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le cumul des aides sociales pour certaines personnes est plus avantageux que de reprendre un travail ? Oui, bien sûr, et des cas, j'en rencontre chaque semaine dans ma circonscription. Déconnent ? On ne peut pas dire qu'ils déconnent, ce n'est pas de leur faute. Quand c'est plus avantageux pour vous de toucher un certain montant d'aide sociale et que vous perdez de l'argent en retravaillant, vous êtes rationnel, vous prenez les aides. Est-ce qu'il y en a qui déconnent ? Mais Emmanuel Macron devrait, alors dans ce cas, nous dire qu'est-ce que fait. Nous, chez les Républicains, encore une fois, on propose des solutions concrètes. Plafonnement à 75% du SMIC, du cumul des aides sociales. C'est très concret, c'est très incitatif et au moins les gens savent exactement ce qu'on souhaite mettre en place. Lui, il balance des phrases comme ça. Et certaines personnes qui sont dans la difficulté peuvent dire « mais je fais tout pour m'en sortir ». Et ce président me manque de respect, il me déconsidère une nouvelle fois. Donc mais derrière, il n'apporte aucune solution. Il a tort d'employer ces mots, il n'apporte pas de solution. Mais sur le constat, il y en a qui déconnent. Il y a des gens qui abusent du système. Donc vous n'employez pas le même mot, mais c'est la même idée.
Je ne sais pas si c'est la même idée. Je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire. C'est un peu facile de juger les gens qu'on ne connaît pas. Theresa May a subi une défaite humiliante hier soir au Parlement britannique. Le no deal s'approche. On ne connaît pas aujourd'hui de solution évidente au problème de la sortie de la Grande-Bretagne. C'est très mauvais pour les Britanniques. Ça n'est pas très bon pour les Européens. Qu'est-ce que vous faites politiquement de ce qui s'est passé hier soir ? Déjà, il faut voir comment la situation va évoluer parce que 2 mois pour trouver un autre accord, ça va être très court. Le but, même pour nous, Français, de manière responsable économiquement, c'est d'éviter un no deal parce qu'il aurait des conséquences dramatiques, notamment pour nos entreprises qui commercent avec le Royaume-Uni. Et en termes d'emploi, même, ça aurait des conséquences pour la France. Après, je pense que les Britanniques, à un moment donné, ont fait le choix de sortir de l'Union européenne. Ils doivent l'assumer jusqu'au bout, à eux de décider dans quelles conditions. Mais on ne pourra pas tourner du pot pendant encore très très longtemps. C'est une leçon pour ceux qui vont mener une campagne européenne, en France en particulier ? Oh oui, c'est une grande leçon. Il faut être capable de comprendre la défiance qu'il y a à l'égard des institutions européennes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Oui, mais on voit bien que la sortie n'est pas évidente non plus. Donc on peut être défiant vis-à-vis de Bruxelles, mais il n'y a pas de solution de sortie. Est-ce que c'est une leçon ? Entre le Rassemblement national qui vous dit qu'il faut complètement pulvériser ces institutions européennes, voire remettre en cause l'euro, même si maintenant il danse un peu autour du volcan sur ce sujet-là, et d'un autre côté Emmanuel Macron qui nous dit qu'il faut renforcer un certain fédéralisme et poursuivre l'élargissement, vous avez quand même un vaste boulevard entre les deux qui consiste à dire l'Union européenne, pour la sauver, il faut qu'elle fonctionne différemment avec des priorités différentes. Ouais. La priorité de l'Union européenne, ça ne doit pas être de construire un marché commun assez artificiel et de produire tout le temps des normes qui sont très contraignantes. Ça doit être de protéger les frontières, premièrement, parce que l'enjeu, il se situe aux frontières de l'espace Schengen, protéger nos marchés, parce qu'on ne doit pas être tout le temps les naïfs du libre-échange face aux États-Unis, à la Chine, qui ont des politiques beaucoup plus agressives aujourd'hui, et protéger notre identité, parce que nous constituons une civilisation, et c'est peut-être notre point commun. Donc ce seront les 3 piliers de votre campagne, j'imagine. Vous l'aurez compris. Theresa May, vous l'avez vu, n'est pas soutenue par une très grande partie de son parti politique, les conservateurs. Qu'est-ce qui se passe avec Laurent Wauquiez ? Il n'y a pas une petite similitude ? Je ne dis pas que vous en êtes à l'état de défiance des conservateurs vis-à-vis de Theresa May, mais il y a quand même une petite musique qui dit Laurent Wauquiez, c'est pas celui qu'il nous faut à l'intérieur du parti. Non, parce que hier soir encore, vous voyez, à la présentation des vœux au parti, le président du Sénat était là, le président de groupe du Sénat, le président de groupe de l'Assemblée, et tout le monde était réuni autour de Laurent Wauquiez. Oui, mais tenez des propos. Ces images-là, peut-être beaucoup de gens le disent, mais après, est-ce que ça enclenche, est-ce que ça embraye ? Qui allait dans la même direction. Moi, je vois une chose, c'est la volonté d'Emmanuel Macron d'installer un match entre lui et Marine Le Pen, parce que c'est le seul qu'il est capable de gagner à tous les coups, moi ou le chaos. Mais à côté de ça, il y a... Aujourd'hui, les sondages ne vous mettent pas dans cette division-là ? Non, justement. Nous, on essaye de proposer une alternative qui soit crédible. Comme je vous le disais tout à l'heure, en portant des solutions très concrètes et des choix aujourd'hui très tranchés, parce qu'on a tiré les leçons de nos échecs passés, et sur la revalorisation du travail, sur la réduction drastique de l'immigration économique, sur l'équité territoriale et sur le respect des valeurs républicaines et le communautarisme, on vient de manière très transparente présenter notre projet aux gens. Et je crois que sur ces idées-là... Est-ce que ça crante ? Est-ce que ça marque ? Est-ce qu'on entend Laurent Wauquiez ? Je ne suis pas un adepte de la langue de bois. En 2018, on avait un gros travail de reconstruction à faire sur le parti. Et il était au bord de la faillite après tous les échecs qu'on a connus. Il a fait ce travail de remise en ordre avec la nouvelle direction à laquelle j'appartiens. Maintenant, il faut qu'on soit plus audible. Ça veut dire que de temps en temps, on essaye de nous enfermer dans des polémiques et parfois on se laisse enfermer dans des polémiques. Mais maintenant, vient le moment où on va présenter ces choix tranchés. Et on est très serein parce qu'on est en accord complet avec nos convictions. Et je pense que Laurent Wauquiez, il faut lui rendre lui rendre hommage sur 2 choses. La première, dans sa région, il a mis ses paroles en accord avec ses actes. En 2 budgets, baisser la dépense publique de 15%, ça lui a permis d'augmenter beaucoup les investissements et de baisser les taxes. Sur ce type de et donc, projet il est crédible quand il en parle. Et le deuxième, c'est de présenter des choix tranchés qu'il assume, mais qui sont approuvés, si vous prenez mesure, par toujours 75 à 80% des Français. Ça veut dire cette connexion avec la réalité, cette connexion avec les Français, on l'a aux Républicains. Et ça, c'est un point très fort. Nous publions ce matin dans l'opinion une étude qui montre que 61 députés sur 577, 61 seulement, sont en règle avec l'ensemble des exigences de transparence, de déclaration. C'est une étude qui est faite par Projet Arcadie, qui mesure toutes les obligations des députés et qui les étalonne. Vous ne savez pas si vous faites partie des 61, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un excès de règles qui obligent, au fond, et qui finissent par faire que les députés contournent ces règles ? Aujourd'hui, on déclare tout, vous savez. Et même quand on se marie, tout ce que possède, y compris notre mari ou notre femme, en l'occurrence, est
Quand je suis devenu député, j'ai même dû déclarer qu'est-ce que j'ai fait les 5 dernières années, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que je possède. Je enregistre chaque ticket de caisse de mes dépenses dans le cadre de mes frais de mandat. Il y a un tableau, les tickets sont numérotés, on fait preuve d'une transparence absolue. Mais il y a 516 personnes qui, au regard des règles telles qu'elles sont écrites, sont en dehors des clous. Est-ce que ça ne veut pas dire que ces règles sont excessives? Il faudrait regarder sur quelles règles. Moi, aujourd'hui, les règles telles qu'elles sont édictées me vont très bien. Elles n'entravent pas mon action et je suis content de pouvoir afficher une totale transparence. Très bien, merci beaucoup, Fanny Philippot. Merci à vous.